Voici la correction du baccalauréat blanc du mercredi 14 février. Donc c'était un devoir de 3 heures. Le premier exercice était un QCM où il vous était demandé de justifier votre réponse. Donc première partie avec l'espace, donc on est dans un repère orthonormé ou IJK. On considère des points ABC avec leurs coordonnées, une représentation paramétrique d'une droite et deux équations cartésiennes de plan. La première question est lequel des points suivants appartient au plan P. Pour qu'un point appartienne au plan, il faut que les coordonnées vérifient l'équation. Si je prends le point R de coordonnées 1, moins 3, 1, dans l'équation de P, ça nous fait 3 fois 1, plus 2 fois moins 3, plus 1, moins 4, ça fait 3, moins 6, moins 3, ça fait moins 6, c'est différent de 0. Donc, R n'appartient pas à P. Si je prends les coordonnées de S maintenant, 3 fois 1, plus 2 fois 2, moins 1, moins 4, ça fait 3 plus 4, moins 5, ça fait 2, c'est différent de 0, donc S n'appartient pas au plan. Pour les coordonnées de T, 3 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1, moins 4, ça fait 3, moins 3, ça fait 0. Donc, T appartient au plan P. Donc, notre solution, c'était T qui appartient au plan P. Pas la peine de vérifier que U n'appartient pas au plan P, puisqu'on vous donnait dans l'énoncé que une seule des réponses était correcte. Passons à la question 2. Donc cette fois-ci, on vous demande si la droite delta, dont on connaît une représentation paramétrique, est orthogonale au plan P, séquente au plan P, incluse dans le plan P ou strictement parallèle au plan P. Quand on regarde l'équation de delta, on peut déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Les coordonnées d'un vecteur directeur sont les valeurs qui se trouvent devant T. Donc les coordonnées du vecteur direct, un vecteur directeur de delta, c'est moins 1, 0 et 3. Si je prends l'équation de P, 3x plus 2y plus z moins 4 égale 0, je peux déterminer les coordonnées d'un vecteur normal, c'est les coefficients qui se trouvent devant x, y et z, 3, 2 et 1. Déjà, première chose que l'on peut voir, c'est que U et N non collinéaires. Donc, ça veut dire que la droite delta n'est pas orthogonale au plan P. Donc, on peut déjà supprimer cette réponse-là. Ensuite, on va voir si U et N sont orthogonaux. U scalaire N est égal à moins 1 fois 3 plus 0 fois 2 plus 3 fois 1, ce qui fait 0. Donc, U et N orthogonaux. Ça veut donc dire que le vecteur U est un vecteur directeur de P. Et donc, on va avoir deux solutions où on a la droite delta qui est incluse dans P ou la droite delta qui est parallèle au plan P. Pour cela, prenons un point qui appartient à delta. Si je prends un point I de coordonnées 1, 2,
moins 4. Ce point appartient à delta, c'est pour t égale 0. Voyons si il appartient à la droite P. Je prends donc les coordonnées, ça fait 3 fois 1, plus 2 fois 2, moins 4, ce qui nous donne 3 plus 4, moins 8, ça fait 7, ça fait moins 1, c'est différent de 0, donc I n'appartient pas à P. Ça veut donc dire que notre droite delta n'est pas incluse dans P, donc delta parallèle à P est strictement. On en déduit donc que la réponse correcte est la dernière. Passons à la question 3. Donc la question 3, l'intersection des plans P et Q est un plan d'ensemble vide d'une droite ou réduite à un point. Donc déjà, réduite à un point, c'est pas possible puisque l'intersection de deux plans, c'est soit rien, soit une droite, soit l'un contenu dans l'autre, donc un plan. Donc déjà, la dernière réponse n'est pas possible. Donc le plan P, on a vu qu'il était de vecteur normal tout à l'heure, 3, 2 et 1. Q maintenant de vecteur normal n' et de coordonnées moins 6, moins 4, moins 2. On constate que n' est égal à moins 2 fois le vecteur n. Donc P et Q sont parallèles ou confondus. Pour voir s'ils sont parallèles ou s'ils sont confondus, il faut voir s'il existe un point qui appartient aux deux plans. Si je prends le point de coordonnées, donc x si je prends 0, y 0, pour qu'il appartienne au point P, je regarde ses coordonnées, 0, 0, ça veut dire que z doit être égal à 4. Donc ce point-là, on sait qu'il appartient à P. Voyons s'il appartient à Q. Moins 6 fois 0, moins 4 fois 0, moins 2 fois 4, plus 7, ça fait moins 8, plus 7, ça fait moins 1. C'est différent de 0. Donc, notre point N n'appartient pas au plan Q. Et donc, P et Q strictement parallèles. Et donc, leur intersection, c'est l'ensemble vide. Donc, cette solution. Passons à une étude de fonction. Donc, j'ai la fonction g de x égale x plus 1 sur exponentielle x et on s'intéresse à sa limite en moins l'infini. Si on calcule la limite directement, ça fait moins l'infini sur 0. Et ça existe en fait, moins l'infini sur 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, ça fait donc moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, on sait que c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle x, ça fait plus l'infini. Et par produit, puisque en fait g de x c'est x plus 1 que multiplie 1 sur exponentielle x, donc c'est bien le produit, on obtient que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction g de x, eh bien c'est en fait moins l'infini. Donc notre réponse, c'est la première qu'il fallait choisir. J'ai juste oublié de préciser que en fait 1 sur exponentielle x, c'est quand x tend vers moins l'infini tend vers plus l'infini,
car notre fonction exponentielle x est strictement positive. Donc on se rapproche de 0, mais par les positifs. Question 5, l'expression 2 plus 3 exponentielle moins x moins 5 sur exponentielle moins x plus 1 est égale à. Donc il s'agit ici de transformer notre écriture. Donc 2 plus 3 exponentielle moins x moins 5 sur exponentielle moins x plus 1. On réduit déjà au même dénominateur. Ça fait 2 exponentielle moins x plus 2 plus 3 exponentielle moins x moins 5. Ça nous fait donc 5 exponentielle moins x moins 3 sur exponentielle moins x plus 1. Si je mets exponentielle moins x en facteur, ça fait 5 moins 3 exponentielle x sur exponentielle moins x facteur de 1 plus exponentielle x. Et je peux simplifier par exponentielle moins x. Ça fait 5 moins 3 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Et donc, la réponse qui était la bonne, c'était la première. Passons à la question 6 et la question 7 qui utilise la représentation graphique. Donc on vous donne une fonction f deux fois dérivable sur l'intervalle moins 4, 2. On note f' sa fonction dérivée et f seconde sa fonction dérivée seconde. On donne ci-contre la courbe représentative de c', la fonction dérivée de f. Donc ici, la courbe que l'on vous donne, c'est la courbe de f'. Attention. On vous donne 3 points A, B et C avec les coordonnées. La première question est la fonction f est concave, convexe et avec différents intervalles. On sait que si f' est croissante, f convexe. Si f' est décroissante, f concave. Donc, regardons déjà ce qui se passe. On sait que notre fonction f' est croissante sur l'intervalle moins 4, 0. Donc, si je fais un tableau de variation, en fait, c'est ce qui va plus nous aider à voir les choses. Donc, c'est les variations de f'. Donc, on sait qu'elle est croissante, puis décroissante. Et si en dessous j'écris la convexité de f, elle est croissante, donc elle est convexe, elle est décroissante, donc elle est concave. Donc elle est convexe. Est-ce qu'elle est concave sur moins 2, 1? Non. Est-ce qu'elle est convexe sur moins 4, 0? Oui. Convexe sur moins 2, moins 1, 1. Convexe sur 0, 2, non. Donc la bonne réponse, c'était la 2. La fonction, toujours, on s'intéresse à la droite BC, qui est la tangente à la courbe de C' au point B. Donc ici, vu que c'est la courbe représentative de la fonction, ça veut dire que BC a pour coefficient directeur la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde en 1. Ici, on constate que f seconde en 1, elle passe, vu que ici le point C est de coordonnées 0, 5, on est ici à 5, et donc le coefficient directeur, f seconde de 1, le coefficient directeur de BC est égal à moins 5. Et donc la réponse, c'était la réponse, la dernière. Faites bien attention ici, étant donné que la fonction C', c'est la dérivée de f, la tangente BC a pour coefficient directeur f seconde, la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde.
On passe à l'exercice 2 où il y a deux parties. La première partie, c'est qu'on modélise à partir des suites. La deuxième, on modélise à partir d'une fonction. Première partie. Donc, après une première injection de 1 mg de médicament, le patient est placé sous perfusion. On estime que toutes les 30 minutes, l'organisme du patient élimine 10% de la quantité de médicaments présente dans le sang et qu'il reçoit une dose supplémentaire de 0,25 mg de la substance médicamenteuse. On étudie l'évolution de la quantité de médicaments dans le sang avec le modèle suivant. Pour tout entier naturel n, on note UN, la quantité en milligrammes de médicaments dans le sang du patient au bout de n périodes de 30 minutes. Et on a donc U0 qui est égal à 1. Calculer la quantité de médicaments dans le sang au bout d'une demi-heure. Si U0, c'est la quantité au départ, ce que l'on cherche ici, c'est U1, puisque c'est la quantité au bout de 30 minutes, au bout d'une demi-heure. On sait que la quantité diminue de 10% dans l'organisme. Donc, c'est 10% de moins de U0, mais perdre 10%, c'est multiplié par 0,9. Donc, ça fait 0,9 U0. Puis ensuite, on lui injecte à nouveau 0,25 mg. Donc, ça fait 0,9 fois 1 plus 0,25, ce qui fait 0,9 plus 0,25, ce qui fait 1,15. Donc, la quantité de médicaments au bout d'une demi-heure est 1,15 mg. Question 2. Justifier que pour tout entier naturel, n, u de n plus 1 égale 0,9 u de n plus 0,25. Reprenons avec un schéma. U de n, c'est la quantité présente dans le sang à une certaine durée. On sait que l'organisme perd moins 10%, c'est-à-dire que l'on multiplie la quantité par 0,9. Donc ça fait 0,9 U de n. Puis ensuite, on sait que dans un même temps, on rajoute 0,25. Donc ça fait 0,9 U de n plus 0,25 qui nous donne la quantité présente au bout de n plus 1 demi-heure. Et donc on a bien U de n plus 1 qui est égal à 0,9 U de n plus 0,25. Question 3. Montrer par récurrence sur n que pour tout entier naturel n, un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur strictement à 5. Donc, commençons par l'initialisation. Pour n égale 0, on sait que U0 est égal à 1 et que U1 c'est 1,15 puisqu'on l'a calculé à la question précédente. On a bien U0 qui est inférieur ou égal à U1 qui est inférieur strictement à 5, donc initialisation vérifiée. Passons maintenant à l'hérédité. On suppose qu'il existe K supérieur ou égal à 0 tel que on est UK inférieur ou égal à UK plus 1 inférieur strictement à 5. Montrons alors que UK plus 1 est inférieur ou égal à UK plus 2
inférieur strictement à 5. On sait que UN plus 1 est égal à 0,9 UN plus 0,25. Donc partons dans notre hypothèse. Je sais que UK est inférieur ou égal à UK plus 1, qui est inférieur strictement à 5. Donc, c'est équivalent à dire que 0,9 UK est inférieur ou égal à 0,9 UK plus 1, qui est inférieur strictement à 0,9 fois 5. Puis, j'ajoute le 0,25, ça fait 0,9 UK plus 0,25 inférieur ou égal à 0,9 UK plus 1 plus 0,25 inférieur strictement à 0,9 fois 5 plus 0,25. Je vais faire les calculs ensuite. 0,9 UK plus 0,25, c'est UK plus 1. 0,9 UK plus 1 plus 0,25, c'est UK plus 2. Et 0,9 fois 5 plus 0,25, ça fait 4,75, qui est strictement plus petit que 5. Donc, l'hérédité est vérifiée. Conclusion. D'après le principe du raisonnement par récurrence, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur strictement à 5. Question B. En déduire que la suite un est convergente. On sait que quel que soit n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc ça, c'est équivalent à dire que la suite un est croissante. On sait que quel que soit n, un est inférieur ou égal à un plus 1, mais qui est strictement inférieur à 5. Donc ça veut dire que la suite un est majorée. Tout de suite croissante et majorée convergent. Donc, la suite UN converge. Passons à la question 4. On estime que le médicament est réellement efficace lorsque sa quantité dans le sang du patient est supérieure ou égale à 1,8 mg. Complétez le script écrit en langage Python suivant de manière à déterminer au bout de combien de périodes de 30 minutes le médicament commence à être réellement efficace. Donc, définition de efficace, U égale 1, ça c'est l'initialisation, c'est la valeur de U0, N égale 0, c'est pour dire qu'on commence à N égale 0, et le programme doit s'exécuter tant qu'on n'atteint pas une quantité supérieure ou égale à 1,8 mg. Donc, tant que U reste inférieur à 1,8, on doit exécuter la boucle. La suite U doit prendre des nouvelles valeurs. Donc, pour calculer, on se sert en fait de l'expression de récurrence de UN, à savoir UN plus 1 égale 0,9 UN plus 0,25. Donc, U égale 0,9 fois U plus 0,25. Alors faites attention, ici j'ai fait une petite erreur, c'est pas une virgule, c'est un point, puisque Python comprend avec le point. Et voilà pour l'algorithme.
Quelle est la valeur renvoyée par ce script? Interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. En fait, il s'agit de faire un balayage de tableau de valeurs avec votre suite, un plus 1. Donc, en fait, dans votre suite, vous rentrez que u0 est égal à 1 et que un plus 1 est égal à 0,9 un plus 0,25. Vous faites le tableau de la suite et on cherche n tel que un est juste supérieur ou égal à 1,8. On cherche la plus petite valeur. On constate que cette suite, on trouve la valeur qui est de n égale 8. Donc, au bout de 8 fois une demi-heure, soit au bout de 4 heures, la quantité de médicaments dans le sang du patient est supérieur à 1,8 mg et devient donc efficace. Passons à la question 5. On définit une suite Vn par Vn égale 2,5 moins Un. Montrez que Vn est une suite géométrique. On se sert que toujours U0 égale 1, puisque notre suite Vn est définie en fonction de U, et Un plus 1 égale 0,9 Un plus 0,25. Donc, montrons que la suite est géométrique. Pour que la suite est géométrique, il faut montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc, je commence avec Vn plus 1. Vn plus 1, c'est 2,5 moins Un plus 1. Mais Un plus 1, c'est 0,9 Un plus 0,25. Donc, ça fait moins 0,9 Un plus 2,5 moins 0,25, ce qui fait plus 2,25. Ici, je veux exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, je dois transformer ici le Un en Vn. Étant donné que je sais que Vn est égal à 2,5 moins Un. Ça veut dire que notre suite Un est égale à 2,5 moins Vn. Et donc ici, ça implique que l'on a moins 0,9 facteur de 2,5 moins Vn plus 2,25. Je développe. Ça fait moins 2,25 moins 0,9 fois 2,5 plus 0,9 Vn plus 2,25. Et donc j'arrive bien à Vn plus 1 qui est égal à 0,9 fois Vn. Donc Vn est géométrique. De raison Q égale 0,9 et de premier terme V0 qui vaut 2,5 moins 1, c'est-à-dire 1,5. Question B. Montrez que pour tout entier naturel n, Un va s'écrire 2,5 moins 1,5 fois 0,9 exposant n. Vn est géométrique.
Donc, je connais l'expression de son terme général. Je sais que Vn est égal à V0 fois Q exposant n. Ici, ça fait 1,5 fois 0,9 exposant n. Et comme précédemment, on a montré que Un c'est égal à 2,5 moins Vn, on en déduit que Un est égal à 2,5 moins 1,5 fois 0,9 exposant n. Question C. Le médicament devient toxique lorsque sa quantité présente dans le sang du patient dépasse 3 mg. D'après le modèle choisi, le traitement présente-t-il un risque pour le patient justifié? Notre suite UN vérifie 2,5 moins 1,5 fois 0,9 exposant n. Donc, si je m'intéresse à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 0,9 exposant n, c'est égal à 0, car 0,9 est compris entre 0 et 1. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de notre suite UN, elle est égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2,5 moins 1,5 fois 0,9 exposant n, et donc elle va valoir 2,5 moins 1,5 fois 0, c'est-à-dire 2,5. Ça signifie que au bout d'un certain temps, au bout d'un temps très long, en fait, si on injecte indéfiniment le médicament, la quantité dans le sang tend vers 2,5 mg et ne dépasse jamais cette valeur. Puisque notre suite, on avait vu qu'elle était croissante. Donc, pas de risque de toxicité. Passons à la partie B. Donc, à nouveau, ici, on s'intéresse à l'injection de ce médicament. Donc, après une injection initiale de 1 mg du médicament, le patient est placé sous perfusion. Le débit de la substance médicamenteuse administrée au patient est de 0,5 mg par heure. La quantité de médicaments dans le sang du patient en fonction du temps est modélisée par la fonction f, définie sur 0 plus l'infini par f de t égale 2,5 moins 1,5 exponentielle moins 0,2 t, où t désigne la durée de la perfusion exprimée en heures. On rappelle que ce médicament est réellement efficace lorsque sa quantité dans le sang du patient est supérieure ou égale à 1,8 mg. Le médicament est-il réellement efficace au bout de 3h45? Donc ici, on cherche à déterminer pour un t qui est égal à 3h45 et j'ai besoin de le convertir en heures et minutes, ce qui fait 3,75 heures. Je cherche donc f de 3,75. Je remplace donc t dans l'expression, ça fait 2,5 moins 1,5 que multiplié exponentielle de moins 0,2 fois 3,75. Et à la calculatrice, je trouve que ça donne à peu près 1,79. Donc, le médicament est-il efficace au bout de 3h45? Le médicament n'est pas efficace au bout de 3h45 minutes, car inférieur à 1,8 mg dans le sang du patient. Question 2. Dressez le tableau de variation de la fonction f.
Pour cela, j'ai besoin de dériver f. Donc f est dérivable car composé de fonctions dérivables. C'est bien le cas puisque la fonction exponentielle est dérivable, multipliée par 1,5 aussi, et faire plus 2,5 pareil. Donc je détermine f' de t. La dérivée de 2,5 c'est une constante, donc ça fait 0. Ensuite j'ai moins 1,5 que je garde. Et la dérivée de exponentielle de moins 0,2t, c'est exponentielle de moins 0,2t par rapport à laquelle je multiplie par moins 0,2. On obtient donc comme dérivée 0,3 exponentielle moins 0,2t. Quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, exponentielle moins 0,2t est positif. Et donc, on en déduit que f' de t est strictement positif. Donc f1 est croissante. Je peux donc faire le tableau de variation de ma fonction f ici. Donc sur 0 plus l'infini, ma fonction f est strictement croissante. Montrer que l'équation f de x égale 1,8 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 4. Ici, je cherche entre 0 et 4, donc imaginons que 4 soit ici, une valeur alpha pour laquelle on est 1,8 ici. Donc pour cela, je vais utiliser le corollaire du TVI. Je sais que sur l'intervalle 0, 4, f est continu. Pourquoi je le sais? Car dérivable. Strictement croissante. F de 0, c'est égal à 1, c'est donné dans l'énoncé. Et si je calcule f de 4, ça donne à peu près 1,82. Donc 1,8 appartient à f de 0, f de 4. Et donc d'après le corollaire du TVI, f de x égale 1,8 admet une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle 0 et 4. Passons à la question 4. Détermine un encadrement de alpha à 0,1 près. Je dois faire avec ma calculatrice un balayage. Déjà, je sais que ma solution alpha appartient à l'intervalle 0, 4. Je vais essayer d'affiner ce résultat-là avec ma calculatrice en faisant apparaître le tableau de valeur de la fonction f sur l'intervalle 0, 4. Je constate que f de 3 est inférieur à 1,8 et que f de 4, comme on l'a calculé précédemment, est plus grand que 1,8. Donc, on sait que notre solution alpha est comprise entre 3 et 4. Si je fais ensuite un tableau de valeurs, cette fois-ci, des valeurs comprises entre 3 et 4, pour un pas de 0,1, je constate que f de 3,8 est plus petit que 1,8 et f
de 3,9 est plus grand que 1,8. Donc, ma solution alpha est comprise entre 3,8 et 3,9. Et j'ai bien trouvé un encadrement de alpha à 0,1 près. Question 5. Selon ce modèle, déterminez au bout de combien de temps le médicament devient réellement efficace. Je sais qu'il devient efficace pour cette valeur alpha. Cette valeur alpha, elle est comprise entre 3,8 et 3,9. Donc, pour 3,8, il n'est pas efficace. Si alpha est égal à 3,8. F de alpha, f de 3,8 est inférieur à 1,8. Donc, 3,8, pas efficace. Si t, par contre, égale 3,9 heures, on a f de 3,9 qui est plus grand que 1,8. Donc, t égale 3,9 heures efficace. Ça fait donc 3,9 heures, c'est-à-dire 3 heures et 54 minutes. Donc, le médicament est efficace au bout de 3,9 heures, soit 3 heures 54 minutes. Dans la partie A, on avait trouvé que l'efficacité, c'était au bout de 4 heures. Oui. Partie A, au bout de 4 heures. Étant donné qu'on mesurait en demi-heure, on ne pouvait pas avoir quelque chose de plus précis. Donc, les deux modèles sont cohérents. Le modèle de la partie B permet d'avoir une précision plus fine. Passons au dernier exercice qui est un exercice de probabilité. Lors d'une kermesse, un organisateur de jeu dispose d'une part d'une roue comportant 4 cases blanches et 8 cases rouges et d'autre part d'un sac contenant 5 jetons portant les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeu consiste à faire tourner la roue, chaque case ayant la même probabilité d'être obtenue, puis à extraire 1 ou 2 jetons du sac selon la règle suivante. Si la case obtenue par la roue est blanche, alors le joueur extrait un jeton du sac. Si la case obtenue par la roue est rouge, alors le joueur extrait successivement et sans remise 2 jetons du sac. Le joueur gagne si le ou les jetons tirés portent tous un numéro impair. Première question, un joueur fait une partie et on note B l'événement, la case obtenue est blanche. R, l'événement, la case obtenue est rouge. Et G, l'événement, le joueur gagne la partie. Donnez la valeur de la probabilité conditionnelle de G, sachant B. Donc, on cherche P de G, sachant B. On sait donc qu'il a obtenu une boule blanche. Et à ce moment-là, il tire un jeton dans le sac. S'il tire un jeton dans le sac, la probabilité qu'il gagne, c'est lorsqu'il obtient un numéro qui est impair, et donc il a 3 chances sur 5. On admet que la probabilité de tirer successivement et sans remise 2 jetons impairs est égale à 0,3. Complétez l'arbre de probabilité suivant. La première chose qui nous intéresse, c'est de savoir sur quelle case notre roue va s'arrêter. On sait que cette roue comporte 4 cases blanches et 8 cases rouges. Donc la probabilité d'avoir une case blanche, elle est de
4 sur 12, c'est-à-dire une chance sur 3. La probabilité d'avoir une case rouge, elle est de 8 sur 12, donc de 2 sur 3. Ici, on vient de déterminer à la question 1A la probabilité de G sachant B, donc elle est de 3 cinquièmes et donc de 2 cinquièmes ici. Et dans l'énoncé, on nous dit que lorsqu'on tire sans remise 2 jetons impairs, la probabilité qu'ils soient impairs est de 0,3. Donc 0,3 là, et donc 0,7 ici. Voilà pour l'arbre. Question 2A. On doit démontrer P de G égale 0,4. On sait que B et R forment une partition de l'univers. Pourquoi? Tout simplement parce que notre roue, elle a que des cases blanches et rouges, donc l'intersection est vide, et blanche union rouge est égale à l'univers. Donc d'après la formule des probabilités totales, P de G est égal à P de R inter G plus P de B inter G. P de R inter G, c'est la probabilité de R que multiplie la probabilité de G sachant R, plus la probabilité de B fois la probabilité de G sachant B. La probabilité de R, elle est 2 tiers. La probabilité de G sachant R, c'est celle qui nous est donnée dans l'énoncé, c'est 0,3. Et ensuite, la probabilité de B, elle est de 1 tiers, que multiplie la probabilité de G sachant B, qui est de 3 cinquièmes. Et on obtient bien la valeur de 0,4 comme donné. Question B. Un joueur gagne la partie. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu une case blanche en lançant la roue? On cherche ici la probabilité de B, sachant qu'il est gagné. On sait d'après la formule que c'est P de B inter G sur P de G. Et ça, c'est égal à P de B fois P de G sachant B sur P de G, ce qui nous donne 1 tiers fois 3 cinquièmes sur 0,4 et on obtient 0,5. Donc, la probabilité que le joueur ait obtenu une case blanche, sachant qu'il a gagné, est de 0,5. Question 3. Un même joueur fait 10 parties. Les jetons tirés sont remis dans le sac après chaque partie. On note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de parties gagnées. Expliquez pourquoi grand X suit une loi binomiale et précisez ses paramètres. Donc, regardons déjà notre expérience. On a bien une épreuve de Bernoulli. Car soit on gagne, c'est ce que je vais considérer comme le succès, soit on perd. Et la probabilité de gagner
P est égal à 0,4. On l'a trouvé précédemment. On répète 10 fois cette épreuve. Pourquoi? Parce que le joueur joue 10 parties. De manière identique, et indépendante. Pourquoi c'est identique et indépendante? Parce que c'est le même jeu et que les résultats ne sont pas influencés par les résultats précédents. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Pourquoi c'est le nombre de succès? Car elle compte le nombre de parties gagnées. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,4. Question B. Calculer la probabilité arrondie à 10-3 près que le joueur gagne exactement 3 parties sur les 10 parties jouées. Ici, on cherche la probabilité que grand X soit égal à 3. Elle se calcule avec la formule 3 parmi 10 fois 0,4 exposant 3 fois 1 moins 0,4 exposant 10 moins 3, ce qui donne avec la calculatrice, soit avec la fonction loi binomiale, soit en utilisant la formule, à peu près 0,215, puisqu'on demandait d'arrondir à 10 moins 3 près. Donc, la probabilité que le joueur gagne exactement 3 parties est de 0,215. Question C. Calculer P de grand X supérieur ou égal à 4 arrondi à 10 moins 3 près. Alors, suivant votre modèle de calculatrice, vous pouvez faire directement ou pas cette probabilité. Si je calcule directement, c'est le cas avec les Numworks et puis certaines calculatrices Casio qui sont récentes, on trouve 0,618. Si votre calculatrice ne le fait pas, il faut passer à la probabilité de l'événement contraire. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4, c'est 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur strictement à 4, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Et là, à ce moment-là, ça fait à peu près 1 moins 0,382, ce qui nous donne bien entendu le même résultat que précédemment. Question 4. Un joueur fait n parties et en note P de n, la probabilité de l'événement, le joueur gagne au moins une partie. Ici, c'est comme si grand X de n suivait la loi binomiale n et 0,4. Et ce que l'on cherche, c'est qu'il gagne au moins une partie, c'est-à-dire la probabilité que grand X de n soit supérieur ou égal à 1. Pour cela, on passe à l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité que grand X de n soit strictement inférieur à 1, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X
soit égal à 0. Mais la probabilité que grand xn soit égal à 0, c'est en fait la formule 0 parmi n fois 0,4 exposant 0 fois 1 moins 0,4 exposant n. Le 0 parmi n, c'est égal à 1, donc ça fait 1 moins 0,4 exposant 0, ça fait 1. 1 moins 0,4 exposant n, c'est le 0,6 exposant n qui était donné. Et donc, on obtient bien ce qui était recherché, P de n égale 1 moins 0,6 exposant n. Voilà, la correction de ce devoir de bac blanc est terminée. J'espère que cela vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des doutes.